KTM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Monsieur, dames, bonsoir et ravi d'être avec vous à la grande édition d'information de ce soir. Cela dit, le gouverneur de la région de Niamey a rencontré hier de l'après-midi les partenaires de l'éducation en vue d'examiner la situation qui prévaut dans la région de Niamey après le constat de la suspension des activités académiques depuis un certain temps. D'autres détails avec Ramatou Oumarou. Animé par les soucis de la création des conditions garantissant une bonne année scolaire, le gouverneur de la région de Niamey, Oudou Ambouka, a rencontré hier les partenaires de l'école de la région, à savoir le DREN, les parents d'élèves, la ville de Niamey, les membres de la section lycéenne et collégienne, les opérateurs économiques chargés de l'exécution de certains marchés au titre des infrastructures et équipements des classes. Il s'agissait de présenter à ces derniers la situation qui prévaut dans le secteur de l'éducation afin de trouver des pistes de solutions. En effet, depuis quelques jours, la structure syndicale scolaire de la région de Niamey, dénommée section lycéenne et collégienne, a suspendu toute activité académique suite à un mot d'ordre. Au niveau de leur plateforme revendicative, la section s'est basée sur la question des infrastructures, les tables bancs, la suppression des classes payotes, le recrutement des enseignants, l'arrêt des rotations des cours de la région de Niamey, auquel s'ajoute la revendication de la libération de leurs camarades de lutte détenus à la prison civile de Niamey. Pour leur part, le directeur régional de l'enseignement national et le deuxième vice-maire de la ville de Niamey ont eu à donner quelques éclaircissements sur la situation des tables bancs. L'opérateur qui a le marché des tables a aussi témoigné de l'existence de 2464 tables bancs qui seront livrées dans les établissements avant le retour des élèves du congé dans ce mois de décembre. D'ores et déjà, une décision idoine a été prise par le gouverneur de la région de Niamey pour la bonne marche du système éducatif. Avant de rappeler que lors d'un conseil de ministres récent, les autorités ont décidé de la suppression des classes payotes pour les préscolaires. Rappelons aussi que l'éducation fait partie des priorités du président de la République. C'est dans ce sens qu'il ne ménage aucun effort pour trouver des solutions appropriées aux différents maux qui minent le secteur éducatif nigérien. Cérémonie cet après-midi de la deuxième édition de Shark Tank à l'espace américain, ancien centre culturel américain, une compétition dédiée aux femmes entrepreneurs et porteurs de projets du développement. C'était en présence du responsable de la diplomatie publique de l'ambassade des États-Unis au Niger. Le compte rendu avec Alouma Massani et Kantama Ibrahim. Cette compétition Shark Tank, organisée par l'ambassade des États-Unis au Niger à l'espace américain de Niamey, a enregistré la participation de plusieurs femmes entrepreneurs et porteurs de projets au Niger. Devant un jury d'experts à la matière, les candidates ont tour à tour présenté le projet de leurs entreprises de fabrication et production des divers produits locaux au Niger. Des plaidoiries qui ont attiré d'autre part l'attention des publics pour la qualité de leur speech. Cette initiative de Shark Tank est le soutien de l'ambassade des États-Unis au Niger à la promotion de l'entrepreneuriat et à l'autonomisation des femmes au Niger. Au finish, 3 candidates ont été sélectionnées et ont aussi reçu leur chèque afin de leur permettre de bien mener leurs activités quotidiennes.
Nous œuvrons dans la production du moringa et sa transformation en divers produits. Aujourd'hui, je suis lauréate du prix Shark Tank, la 2e édition de l'année. Donc, je suis très contente. Nous sommes vraiment ravis. Nous remercions le Centre culturel américain. Et nous remercions aussi les autres femmes avec qui nous travaillons d'arrache-pied depuis des années. Là, je vais utiliser ce fonds pour pouvoir développer mon entreprise et apporter une aide considérable aux jeunes et puis aux femmes. Pour les responsables du projet NEVA, le Shark Tank a pour but d'accompagner les femmes entrepreneurs au Niger pour un véritable développement dans la société. Shark Tank, c'est une compétition déjà sur ABC aux États-Unis et nous avons adopté cette compétition depuis 2015. Mais depuis 2017, nous sommes en train de l'adapter aux femmes entrepreneurs ici. En réalité, nous le faisons un parcours d'éducation entrepreneuriale et il y a un guide qu'elles suivent et après ces guides, elles sont appelées à postuler pour le Shark Tank. Donc après, il y a 11 personnes qui ont postulé pour ce Shark Tank et nous faisons une présélection pour choisir 5 personnes. Donc nous avons un jury indépendant pour la présélection et après les 5 qui gagnent, nous faisons aussi un jury indépendant. Donc composé moitié pour l'ambassade des États-Unis, moitié pour des Nigériens qui ont une connaissance avérée sur l'entrepreneuriat et dont nous pensons qu'ils ne peuvent pas être influencés puisqu'ils ne connaissent. Nous faisons en sorte qu'ils ne connaissent aucune femme qui est dans la finale et nous faisons en sorte que ces femmes ne les connaissent pas aussi. Oui, après ce pitch, les gagnantes ont été choisies ou bien ont été déterminées par le jury. Donc elles vont produire un budget sur comment est-ce qu'elles vont utiliser leur prix et elles vont dépenser cet argent conformément au budget qu'elles auront soumis. Et nous allons faire des visites d'entreprise, nous allons les visiter pour voir effectivement si cet argent est mis dans l'entreprise. Cette énième édition de la compétition Shark Tank a permis aux femmes entrepreneurs de revoir leurs forces et leurs faiblesses dans la création de leurs entreprises. Cependant, l'attribution des subventions pour les lauréates va sans nul doute accorder un cachet particulier à l'autonomisation de ces dernières au Niger. Le réseau panafricain pour la paix, la démocratie et le développement a tenu cet après-midi à son siège une déclaration de presse suite à la crise sécuritaire au Sahel, notamment les événements de terrain. Suivant la teneur dans cet extrait. Le REPAD, fidèle à ses idéaux panafricains et profondément attaché aux principes et valeurs de justice, de patriotisme et de solidarité qui fondent son action, rend la déclaration suivante. Condamne avec la dernière énergie ces actes barbares et terroristes contre des populations civiles à Terra et l'usage de la force aveugle comme moyen de se faire accepter par les populations du Sahel qui en ont ras-le-bol de l'impuissance des États et de leurs partenaires étrangers face à l'insécurité et la dégradation continue de leurs conditions de vie aggravées par la mauvaise gouvernance, l'injustice et les inégalités sociales. Présente ses condoléances les plus attristées et exprime toute sa compassion aux familles des victimes de l'insécurité et des événements de terrain en particulier et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Salue l'attitude professionnelle et conciliante attestée par les populations sur place, des forces de défense et de sécurité nigériennes, en l'occurrence les éléments de la gendarmerie nationale. Réitère son opposition de principe à l'installation des bases militaires étrangères en Afrique et plus particulièrement au Sahel, quelle que soit leur origine, et hors du cadre onusien et sans l'assentiment des populations. Dénonce le manque de transparence et l'opacité qui caractérisent la présence, les mouvements et les actions des forces françaises au Burkina Faso, au Mali et au Niger et exige par conséquent leur départ, tout comme celui de toutes les forces étrangères dont la présence n'a pas respecté les procédures légales prévues par les constitutions de nos États. Appelle le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme à diligenter une enquête internationale indépendante sur les événements de Kaya et Terra en particulier et sur le rôle exact de la France, de la présence militaire de la France au Sahel, notamment au Burkina Faso, au Mali, au Niger et au Tchad. Demande à la Commission nationale des droits humains du Niger, CNDH, conformément à sa mission de veille,
de promotion et de protection des droits humains sur l'ensemble du territoire national, de mener une mission d'enquête et d'investigation sur les événements de terrain et situer les responsabilités. Interpelle l'Assemblée nationale sur son rôle constitutionnel de contrôle de l'action gouvernementale et l'engage également à diligenter une enquête parlementaire sur les événements de terrain. Demande au procureur de la Cour pénale internationale de s'auto-saisir de cette affaire et ouvrir une information judiciaire sur les événements de terrain en vue de poursuivre les auteurs et co-auteurs de ce crime crapuleux. Suite à l'actualité, le Niger assure ce mois de décembre 2021 la présidence du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le coordonnateur du réseau Expérience, Maman Bachar, nous fait une analyse sur les enjeux pour le Niger vu la situation de l'insécurité du pays. Suivez plutôt un extrait de son analyse avant de le retrouver en partie magazine en fin de ce journal. Vous savez, la Chine, la Russie, l'Inde ne sont pas souvent au même diapason en termes d'appréciation politique avec les États-Unis, la France, le Royaume-Uni. Vous voyez, donc il y a des variables qui sont observées à ce niveau-là et c'est ça qui permet en ces temps-là, par le passé en tout cas, à ce qu'on appelait les pays non alignés, de pouvoir un peu se faire entendre parce que ils peuvent ne pas avoir, si vous voulez, l'obligation d'être soit de bloc de l'Est ou de bloc de l'Ouest. Donc ça leur permettait une certaine marge de manœuvre. Mais depuis l'unipolarisation du monde, avec la politique des précarés, vous avez l'impression que, en tout cas, les États ne sont pas tout à fait maîtres de leur politique intérieure, ne sont pas tout à fait maîtres de leurs options géostratégiques et très souvent, ils sont influencés par les puissances les plus présentes dans leur pays respectif. Donc, le fait d'amener la question au niveau du Conseil de sécurité peut permettre une analyse beaucoup plus lucide, beaucoup plus laborieuse, en tout cas du conflit tel qu'il se matérialise dans les pays du Sahel. Parlons à présent dans cette édition de l'exposition croissante des enfants aux écrans. Pourquoi de plus en plus les parents laissent-ils leurs enfants passer de nombreuses heures devant les écrans? Ignorent-ils les dangers de cette exposition? Croient-ils bien faire? La réponse à toutes ces questions dans cette édition. À l'ère où le numérique règne, les enfants passent de plus en plus de temps devant les écrans au détriment d'autres activités. C'est le cas de cette fille qui s'accroche aux écrans pendant tout son quotidien, même si pour elle c'est une piste idéale d'apprentissage et de développement de la mémoire. À la descente de l'école, ma première réaction est d'allumer la télé. À travers la télé, je me distrais. Par exemple, dans les sisters, j'apprends que les sœurs ne doivent jamais se disputer. Entre mon téléphone, ma tablette et la télévision, je préfère mon téléphone parce que je joue et je me connecte. Par exemple, des vidéos d'astuces et des vidéos de concours. Je passe de la descente jusqu'à 19h. À 19h, j'apprends mes leçons. Après avoir terminé d'apprendre mes leçons, je dors à 21h. Malgré ces effets positifs, l'utilisation excessive des écrans n'en reste pas sans impact sur la santé mentale des enfants. En matière de santé mentale aussi, l'accoutumance, l'exposition longue, n'est-ce pas, aux écrans est quelquefois source de certaines difficultés, notamment difficultés de concentration, difficultés d'attention, n'est-ce pas, hyperactivité, n'est-ce pas, autant donc, n'est-ce pas, de troubles qui sont générés, n'est-ce pas, lors de l'accoutumance, lors de l'exposition trop longue, n'est-ce pas, à ces écrans-là. Sans compter, bien sûr, à un degré beaucoup plus grave, beaucoup plus élevé, quand l'enfant
à un moment donné, n'arrive plus à se détacher justement de ces écrans-là. Ça peut constituer vraiment une source d'addiction. Voilà, sans compter bien entendu, bien sûr, les comportements plus ou moins marginaux qui sont souvent adoptés par ces enfants du fait de l'exposition longue, n'est-ce pas, à ces écrans. Parce qu'ils ont tendance justement à s'identifier aux personnages qui figurent souvent, n'est-ce pas, sur ces écrans-là, à vouloir faire pareil, à vouloir donc se comporter pareil. Et du coup, ça donne lieu à des comportements marginaux, à des conduites qui peuvent être considérées comme antisociales. Aujourd'hui, ils sont nombreux les parents qui ne surveillent pas le temps et ce que leurs enfants regardent sur les écrans en général. Ce qui n'est pas le cas avec cette mère qui a un œil regardant et vigilant sur l'utilisation de l'écran que fait sa fille. Le portable, je juge que c'est nécessaire pour un enfant dans le cas où l'enfant est exposé à un danger par exemple. Et je l'interdis d'utiliser le téléphone portable les jours où elle va à l'école par exemple. Donc je lui donne le temps de prendre son téléphone par exemple les week-ends, du vendredi au samedi soir. Parce que quand elle passe toute une journée sur le téléphone, ça fatigue la vue et puis l'intelligence même de la personne diminue au fait. Parce que quand on est là, elle passe toute une journée sur son téléphone. J'ai eu à lui dire d'arrêter. Des fois même je suis obligée d'être un peu sévère avec elle, de prendre le téléphone avec elle avec force. Malgré qu'elle froisse un peu le visage, elle montre qu'elle n'est pas du tout contente, elle est mécontente en face de ça au fait. La télévision, je la vois regarder des dessins animés, mais dans son téléphone portable, je la vois, elle télécharge des trucs de bricolage, comment habiller une personne par exemple, les enfants, comment bricoler, faire des colliers, des habits, voilà, et puis des fois elle regarde même la cuisine, comment on fait la cuisine, voilà. Les écrans ne sont pas mauvais par nature, c'est leur usage qui peut l'être. L'enjeu n'est donc pas de les bannir, mais d'apprendre aux enfants à les gérer en fixant dès leur plus jeune âge des règles de bon usage. Des règles qui doivent être définies à la maison par les parents, mais aussi être enseignées à l'école. Place à présent à la partie magazine de cette édition consacrée à l'analyse que nous a accordé le coordonnateur du réseau Espérance Maman Bachar sur les enjeux de la présidence du Conseil de sécurité que le Niger va assurer durant ce mois de décembre. Très bonne réception. Le Niger traverse une situation sécuritaire inédite, donc qui demande beaucoup de concentration, beaucoup de déploiement de moyens et malheureusement qui se résulte par beaucoup de pertes en vies humaines, de déplacements massifs de population. Donc c'est une crise quand même majeure que le pays est en train de vivre et sur laquelle il voudra bien communiquer avec la communauté internationale pour que justement ces enjeux puissent être pris en compte dans les échanges, notamment les enjeux stratégiques, compte tenu du caractère transfrontalier, en tout cas de la crise, puisqu'elle embrase pratiquement tous les pays du Sahel et qu'à l'heure actuelle, elle est en train de s'étendre, y compris vers les pays côtiers comme le Bénin. Donc de ce point de vue-là, ça peut permettre au Niger non seulement de faire l'état des lieux sur tous les efforts déployés jusque-là, y compris avec ses partenaires, mais que ces différents efforts multiples, en tout cas déployés, n'ont pas produit jusque-là des résultats escomptés, sinon que la crise tend à s'exacerber et à prendre un certain nombre de formes qui deviennent de plus en plus dangereuses parce que ça induit, y compris, si vous voulez, des rejets entre les communautés ou des accusations mutuelles par rapport à l'état des faits tel que c'est constaté sur le terrain. Donc, ça peut permettre à l'État du Niger de mettre justement cette question-là
sur l'orbite pour solliciter, disons, l'analyse et éventuellement l'action, si vous voulez, de l'ensemble de la communauté internationale dans un mandat mieux coordonné et sous l'égide justement de l'ensemble de la communauté internationale pour trouver justement des solutions adéquates à ce phénomène. Parce que vous savez, la communauté internationale, c'est notamment les 15 pays membres permanents du Conseil de sécurité, mais c'est également les 5 pays ayant les droits de veto. Quand c'est ensemble que les résolutions sont prises, quand c'est ensemble que les solutions sont envisagées, il va sans dire qu'il y aura moins de jeux de puissance qui puissent en tout cas disons sortir du cadre, en tout cas des orientations qui seraient fixées par le gouvernement du Niger en fonction des intérêts qui sont les siens dans le cadre de ce conflit-là. Mais sinon, du point de vue concret, en ce qui concerne la gouvernance même du Conseil de sécurité, assurer la présence ne signifie pas grand-chose tant qu'on n'est pas membre, si vous voulez, ayant droit de veto, tant qu'on n'est pas parmi les 15 pays, en tout cas, qui sont membres permanents du Conseil de sécurité. Donc, c'est une présidence qui a juste un aspect diplomatique et communicatif parce que ça permet, si vous voulez, de faire entendre la voix du pays et éventuellement d'amener certains pays qui ne connaissent pas assez le Niger, de chercher à savoir en fait, bon, où est-ce que le pays est situé et qu'est-ce qu'il vit à l'heure actuelle en termes géopolitiques, en termes géostratégiques et aussi en termes d'opportunités, notamment commerciales, j'allais dire, et diplomatiques. Mais sinon, de manière concrète, c'est pas ceux qui président le Conseil de sécurité qui décident, en tout cas, des orientations ou des résolutions qui sont prises au niveau du Conseil de sécurité. C'est essentiellement donc les 15 États membres permanents et c'est surtout les 5 États ayant le droit de veto. Mais comme c'est pas souvent qu'ils ont les mêmes intérêts, qu'ils ont les mêmes opinions, qu'ils ont les mêmes objectifs géostratégiques, il va sans dire que si une solution est recherchée au niveau international, en termes de communauté internationale, dans le sens le plus noble du terme, il y a plus de garantie à ce que ces solutions-là soient, disons, équilibrées et durables, puisqu'elles tiennent compte, en tout cas, de tous les enjeux, ils tiennent compte des intérêts de toutes les puissances et donc finalement elles peuvent se neutraliser en termes d'options ou d'imposition des décisions à ce niveau-là. Et vous savez, la Chine, la Russie, l'Inde ne sont pas souvent au même diapason en termes d'appréciation politique avec les États-Unis, la France, le Royaume-Uni. Vous voyez, donc il y a des variables donc, qui sont observées à ce niveau-là et c'est ça qui permet en ces temps-là, par le passé en tout cas, à ce qu'on appelait les pays non alignés, de pouvoir un peu se faire entendre parce que ils peuvent ne pas avoir, si vous voulez, l'obligation d'être soit de bloc de l'Est ou de bloc de l'Ouest. Donc ça leur permettait une certaine marge de manœuvre. Mais depuis l'unipolarisation du monde, avec la politique des précarés, vous avez l'impression que, en tout cas, les États ne sont pas tout à fait maîtres
de leur politique intérieure, ne sont pas tout à fait maîtres de leurs options géostratégiques et très souvent ils sont influencés par les puissances les plus présentes dans leur pays respectif. Donc le fait d'amener la question au niveau du Conseil de sécurité peut permettre une analyse beaucoup plus lucide, beaucoup plus laborieuse, en tout cas du conflit tel qu'il se matérialise dans les pays du Sahel. Bon, l'appel que je lance, c'est juste à ce que la délégation nigérienne se convainque que les solutions sécuritaires sont d'abord des solutions qui incombent donc à l'État. C'est des solutions qui incombent au gouvernement qui a la charge de diriger justement cette population-là. Et bien entendu, il peut faire recours à la communauté internationale ou à un certain nombre de puissances, mais les solutions finales ne doivent en aucune manière venir de ces puissances parce que tout simplement les intérêts ne sont pas les mêmes dans beaucoup de cas. Et aujourd'hui, les résultats mitigés, voire même négatifs, qui sont observés sur le terrain en ce qui concerne le plan sécuritaire dans le Sahel, fait valoir cette réalité incontestable que, en tout cas, les États, c'est à eux qui incombent la défense de leur territoire, c'est à eux qui incombe la sécurisation de leur population. Donc, à eux de savoir quel type de relations stratégiques qu'ils peuvent avoir avec d'autres États ou puissances en vue de se faire appuyer ou accompagner pour pouvoir justement mener cette action de manière efficiente et efficace lorsqu'ils pensent que les moyens dont ils disposent ne sont pas à la hauteur de la menace telle qu'elle se présente. Mais donner sur ces lauriers et penser que une puissance d'ailleurs peut venir solutionner un problème au niveau national, c'est tout à fait une illusion et les évidences sont là et je pense que c'est l'occasion de prendre conscience de cet état de fait et de faire une réorientation de manière à ce que, en tout cas, des solutions endogènes qui reflètent, en tout cas, les solutions qui sont produites par les réflexions au niveau national puissent être prises en compte en vue de faire face justement à cette situation qui a trop duré parce que elle dure depuis la chute de Muammar Kadhafi donc en Libye. Et vous voyez le Mali, pratiquement ça fait 6 ans qu'ils vivent cette situation et nous par ricochet, maintenant il y a 2 zones principalement, Tawa et Tillabéri, qui sont de plein fouet frappées par cette crise du fait de notre position frontalière avec donc le Mali. Donc il y a lieu à ce que, avec ces différents pays qui sont concernés, à ce que nous puissions renforcer notre task force pour voir dans quelle mesure on peut coordonner nos activités, on peut renforcer donc nos forces de défense et de sécurité en les responsabilisant davantage pour qu'ils parviennent à assurer avec beaucoup plus de sérénité et de cohérence donc les activités qui sont les leurs, qui sont celles de défendre l'intégrité territoriale donc de nos États. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.